tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Kinetoscope Show en comité très réduit. Donc je pense que ça va être un peu plus cool pour échanger, peut-être qu'on fera des questions plus longues, on débattra un peu plus. Donc à vous aussi dans les commentaires de débattre avec nous une fois que vous aurez fini la vidéo. Aujourd'hui je suis seulement moi et Lucille. Mais je pense que ça va être un des meilleurs épisodes. En tout cas. Donc je vous donne pas de sommaire pour cet épisode, je vous laisse juste découvrir. Et on va commencer tout de suite. T'es prête ? Ouais. Je te laisse la parole. Et du coup, comme vous le savez, depuis maintenant 3 épisodes, moi mon truc c'est de parler de cinéma et de philosophie. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de choisir un film, ça me tenait particulièrement à cœur d'en parler, parce que c'est un film que personnellement j'aime beaucoup, et qui est beaucoup décrié. Enfin, souvent quand j'en parle avec les gens, ils me disent qu'ils n'ont pas aimé, que c'est un peu too much, trop d'effets spéciaux. On a déjà vu plein de films dans l'espace. Donc je sais pas si vous avez une petite idée là tout de suite, mais je vais parler de Gravity en fait, d'Alfonso Cuarón. Je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si tu l'as vu. Oui, moi je l'ai vu. Ok, et toi par exemple, est-ce que t'aimes bien ? Est-ce que t'es un peu... J'aime pas trop les films qui se passent dans l'espace, du coup, de manière générale. Mais Gravity, je trouve qu'il est bien fait, mais c'est loin d'être un de mes films préférés, quoi. Donc, bon. Et ben, du coup, comme je vous disais, la plupart du temps, quand j'en parle avec les gens, c'est à peu près ce qu'on me répond. Et pour moi, c'est surtout parce que les gens voient le film pour ce qu'il est, surtout visuellement, et ne regardent pas en profondeur, en fait. Et pourtant, ce film, il est vraiment extrêmement intéressant à étudier du point de vue de l'histoire, et surtout du point de vue de ce qui est véhiculé sans être vraiment explicite. Donc moi, je vais essayer de vous parler de ça aujourd'hui, et peut-être de vous donner envie de le revoir sous un angle nouveau. Alors du coup, quelques infos un peu par lesquelles on est obligé de passer comme d'habitude. Gravity, c'est un film qui a été écrit, réalisé, produit et monté par Alfonso Cuarón. Il a été aidé dans l'écriture par son fils Jonas Cuarón, et il est sorti en 2013. Donc Gravity, c'est... Pour le résumer de façon très courte, c'est l'histoire d'une astronaute qui se retrouve prise dans une tempête d'astéroïdes, et qui va être séparée de son équipage, qui va se retrouver seule en fait parce que ses 2 coéquipiers vont mourir. Et elle va errer comme ça dans l'espace pour essayer de retrouver le moyen de rentrer sur Terre en fait. Cette astronaute, Ryan Stone, c'est son nom, elle est interprétée par Sandra Bullock. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, je pense qu'on peut tous être à peu près d'accord sur le fait que sa prestation elle est assez magistrale dans ce film, sachant que c'est un huis clos mais qui se passe dans l'espace, sachant que l'espace est un espace infini en fait en soi. Et vraiment là, pendant tout le film, on est à côté d'elle, on est avec elle, on est à sa place. Elle est toute seule pour jouer tout au long du film, et moi j'ai toujours trouvé ça bluffant à chaque fois que je le vois, ça me prend au trip quoi. Non, c'est vrai, je suis assez d'accord. Vous, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette prestation, de cette performance. Alors moi, vous n'êtes pas sans savoir que j'aime beaucoup tout ce qui est film de science-fiction. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai parlé que de ça. Là, c'est la 3e chronique, mais les 2 premières parlaient déjà de films de science-fiction. Pour moi, c'est vraiment le genre dans lequel on va réussir à mettre le plus de philosophie, le plus de réflexion, le plus de questions éthiques, en fait. Et ce film-là, il fait pas exception, bien au contraire. Il charrie énormément de questions très intéressantes qu'on peut se poser sur le plan philosophique, métaphysique, et également sur le plan sociétal. Il va être relié un peu à tort à ce qu'on appelle le film de culture populaire, parce que c'est un film très visuel, très divertissant, qui en premier lieu est censé... c'est le genre de film qu'on va voir et qu'on regarde en mangeant du popcorn, quoi. Qui a été fait un peu pour la 3D, qui a été fait pour émerveiller, pour éblouir, qui peut même un peu être, comme je disais tout à l'heure, too much pour certains. Mais ce film, pour moi, il appartient pas seulement à la culture populaire, il va bien au-delà, et c'est vraiment un amalgame entre ce qu'on appelle la culture populaire et la haute culture. Donc la haute culture, c'est tous les films un peu opaques, un peu intellectuels, tous ces films qui vont véhiculer des grandes théories, mais de façon explicite. En fait, ce que moi j'aime bien dans Gravity, c'est que c'est vraiment, comme je disais, un mélange entre ces 2 sous-catégories,
Et du coup, on a toutes ces grandes idées, toutes ces grandes théories qui en fait nous sont livrées comme emballées dans un écrin visuel vraiment très beau. Alors oui, comme je le disais, souvent le film de culture populaire, on va le définir comme un film au coût de production pharaonique. Donc souvent des grosses productions hollywoodiennes, des Marvel, des DC Comics, des films avec énormément d'effets spéciaux, un foisonnement visuel assez important. Mais vous voyez, c'est vraiment, ça a coûté de l'argent à faire. Ça a été, bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est très compliqué, mais ils ont carrément dû créer une structure exprès pour simuler l'impression d'être dans l'espace. Ils ont créé une nouvelle caméra très très légère qui puisse réaliser des mouvements extrêmement fluides qu'on n'aurait pas pu avoir avec une autre caméra. Et donc c'est vrai que le film coche à peu près tous les critères qui peuvent nous faire dire que c'est un film de culture populaire. Mais au-delà de ça, il y a tout ce dont je vais vous parler maintenant, qui en fait vraiment un film à idée. Mais en fait, tout cet argent investi dans le film, il a permis à Alfonso Cuarón de créer un tout nouveau mode de représentation qui est un concept visuel en soi et qui va s'inscrire ce concept visuel pour moi dans le film de haute culture. C'est pas seulement l'idée d'émerveiller le spectateur en le maintenant dans une espèce de passivité, en lui montrant des choses tellement belles que finalement il a rien d'autre à faire que d'attendre que ça arrive devant ses yeux. Ces images, elles sont la marque de l'inventivité et de l'ingéniosité d'Alfonso Cuarón et de tous les chefs décorateurs, de tous les directeurs d'effets spéciaux qui l'ont accompagné sur le projet. On a tout le décor, les planètes, la tempête interstellaire, enfin vraiment l'espace dans lequel va évoluer Ryan, donc l'astronaute, qui sont générés par ordinateur, mais également grâce à des trucages profilmiques, c'est-à-dire faits directement sur le tournage face caméra. Je vous parlais tout à l'heure de la caméra, justement. La caméra, elle a été fabriquée pour le film, exclusivement pour le film. En fait, elle vient incarner le regard du spectateur et c'est pour ça qu'elle est extrêmement mobile. En fait, l'utilisation de ce nouveau type de caméra, c'est déjà presque un geste militant de la part d'Alfonso Cuarón. Là, vous devez vous dire, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Quand Alfonso Cuarón a eu l'idée de ce film, il l'a pitché à des producteurs pour obtenir des subventions, enfin, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Et on lui a souvent répondu hors de question, parce que le film a pris le parti de prendre le point de vue d'une femme. Mais pas seulement le point de vue, c'est carrément mettre le spectateur à la place de cette femme. Et cette mise en position du spectateur, elle se fait grâce à la caméra dont je vous parlais justement, puisque cette caméra, c'est le point de vue du spectateur dans le film, et elle est vraiment à la place de l'actrice. Donc le spectateur, quand il regarde le film, il est l'astronaute. Et ça, pour Hollywood, c'était pas possible. D'imaginer laisser un spectateur se mettre à la place d'une femme pendant 1 heure et demie de film, complètement à la place d'une femme, voir à travers ses yeux, vivre comme elle la situation. Ils étaient pas prêts à ce que ça se fasse. Donc Alfonso Cuarón, il a essuyé d'abord plusieurs refus. Et puis ça s'est lentement décanté et le film a pu se faire finalement. Mais il a énormément insisté pour qu'on puisse avoir cette expérience du point de vue de Sandra Bullock. Pour ceux qui ont vu le film, vous en conviendrez, c'est difficile de pas s'identifier à Ryan et même de pas se confondre avec elle. Parce que quand elle est paniquée, on panique avec elle. Quand elle s'agrippe, on peut pas s'empêcher de s'agripper. Quand elle a le vertige, on a le vertige. C'est vraiment, on est littéralement à la place du personnage. Ce qu'on appelle le phénomène d'identification, mais vraiment de façon littérale. Pour le coup, on n'a même pas le choix en fait, on est obligé d'être à sa place. Le spectateur, grâce à tous ces artifices, il va s'incarner vraiment physiquement dans le film, il va s'inscrire dans l'image par le prisme d'un corps de femme. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... On peut dire presque révolutionnaire, j'ai envie d'employer ce mot-là, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit extrêmement souvent au cinéma sur grand écran, et encore moins dans un film qui peut être considéré de prime abord comme un film de culture populaire. C'est assez rare. Soit dans des films de science-fiction, le corps de la femme il va être peut-être rendu monstrueux. Je pense par exemple à La Féline, pas celui de Jack Tourneur puisque c'est assez suggéré, mais tous les remakes qu'il y a eu par la suite,
ou je pense à tous ces corps de femmes âgées, comme dans Shining ou quoi, qui sont souvent utilisés pour créer quelque chose d'un peu monstrueux. Ou alors la femme, ça va être celle qui est victime de quelque chose d'assez violent dans ce genre de film. Bon, après, on a aussi des contre-exemples comme Ripley dans Alien, mais voilà, c'est rare d'avoir vraiment un corps de femme qui va venir nous guider dans le film et qui va définir la manière dont le regard du spectateur va se poser sur le film. Mais c'est surtout que aussi, je pense que, bon, je parle du cinéma hollywoodien, américain, enfin états-unien, tout ça, mais c'est de manière générale, c'est dans notre société que, patriarcale, hein, que d'autant plus le cinéma a toujours été fait dans son histoire par des hommes et pour des hommes. Donc aussi se mettre à la place d'une femme, bien évidemment que c'est révolutionnaire, genre même se mettre à la place d'une femme tous les jours. Donc bien évidemment que se mettre à la place d'une femme, ça reste minoritaire et en marge du cinéma hollywoodien, comme tu l'as dit, populaire d'autant plus. Et voilà, qu'il y a une grosse production. Donc, Mais là, ce qui est d'autant plus révolutionnaire, c'est que on parle de film populaire, mais c'est-à-dire que c'est un film qui va s'adresser à un public très très large, un public énorme. Genre, c'est pas forcément un public d'initiés, oui. c'est en ça qu'on peut le considérer comme un film populaire. Il va s'adresser à tout type de public, sans vraiment de limite d'âge. Il me semble pas qu'il y ait de limite d'âge, ni de limite d'éducation, ou de quoi que ce soit. C'est vraiment un film accessible à tous. Et c'est ça qui est fou, c'est que n'importe qui peut rentrer dans une salle de cinéma, aller voir Gravity et vivre l'expérience d'être à la place de cette femme. Et en fait, ce qui est assez symptomatique dans ce film, et ce qui permet cette expérience justement d'identification, pour moi, c'est le fait que le scénario soit extrêmement épuré. En fait, souvent, le scénario, c'est l'apanage des films populaires. C'est vraiment une histoire qui va se développer avec des péripéties, avec des personnages à foison, comment dire, des intrigues, des sous-intrigues, des sous-sous-intrigues qui vont tout le temps maintenir le spectateur en haleine. Ici, le film, il va vraiment prendre le temps de se déployer. En fait, l'histoire, au final, je voulais résumer au début de la chronique, elle est très simple, ça peut se résumer en une phrase, c'est une femme perdue dans l'espace qui cherche à retrouver la terre-mère, on va dire. Ce film, c'est presque une quête, mais une quête au sens le plus strict du terme, c'est le minimum, c'est quelqu'un qui cherche à retrouver son chemin, quoi, Ouais, littéralement. peut-être qu'il y a un sous-genre du genre de science-fiction qui peut voir le jour à partir de ce film, parce que je sais pas si ça existe le cinéma aussi minimaliste dans ce registre-là. Ouais, voilà. Dans ce registre-là, je pense pas. Après, il y a quand même chez Tarkovsky, on a quand même vraiment un temps qui est laissé à la contemplation qui est assez long, ça plaît pas, mais il y a quand même une trame narrative assez, j'allais dire fleurie, comment dire ça, assez nourrie chez Tarkovsky. Il y a toujours une histoire, des personnages, des intrigues, des sous-intrigues. Là, c'est vraiment un personnage perdu dans l'espace, quoi, qui est au début accompagné de deux ou trois autres personnages, je sais plus exactement, il me semble que c'est deux, qui vont en fait très vite disparaître peut-être au bout de 15-20 minutes, elle se retrouve vraiment seule, quoi. Et donc, il n'y a pas particulièrement d'espace pour développer une intrigue puisqu'elle est seule, il n'y a pas d'adjuvant, il y a pas de... Et en fait, le film, plutôt que de développer du coup une intrigue, il va souvent développer les silences, il va s'intéresser énormément... Alfonso Cuarón va s'intéresser énormément au silence. Comme c'est lui qui a monté le film, je suppose qu'il y a eu tout un travail qu'il a réalisé lui-même sur le son, pour vraiment qu'on soit dans cette bulle de silence presque angoissant. Et en fait, ce silence, il laisse place à la contemplation. Et la contemplation, c'est l'espace parfait pour développer ses idées et pour pouvoir réfléchir. Donc, c'est vraiment là-dedans que vont venir se nicher les idées et l'idéologie que Cuarón a voulu pour ce film. D'ailleurs, pour souligner cette idée, il y a un article que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Le cinéma populaire et ses idéologies, et qui est très intéressant justement sur cette idée que le cinéma populaire n'est pas seulement là pour divertir, et si le théâtre peut plaire et instruire, pourquoi pas le cinéma. C'est vraiment cette idée-là qui prédomine dans cet article,
Je vais vous donner les auteurs au cas où ça vous intéresserait. C'est un article de Nicole Borin, Christine Passevant et Larry Portis. Donc c'est vraiment coécrit par ces trois personnages qui sont des critiques, il me semble, enfin, en tout cas qui sont spécialistes de la question. Et ils expliquent dans cet article que pour eux, tout film, qu'il soit considéré comme populaire, comme film de haute culture, est porteur d'une idéologie, celle de son créateur en fait. Parce que tout acte artistique, tout acte en général, relève d'une réflexion. Il y a toujours quelque chose qui tient à cœur à l'auteur et qu'il a envie de raconter. Enfin, il a envie de venir nous chercher, de nous dire voilà ce que j'ai envie de te dire, prends-le ou ne le prends pas. Et des fois, il faut aller le chercher, il faut faire l'effort de creuser un peu plus en amont. Et là, c'est exactement ce qu'il faut faire dans Gravity. Et si on reste dans la passivité, on va se retrouver comme les gens dont je parlais au début, qui sont vraiment qui regardent le film et qui le prennent pour ce qu'il est et rien de plus. Et qui disent bah, c'est sympathique, mais on s'ennuie, il n'y a pas vraiment d'histoire. Avec Gravity, en fait, Alfonso Cuarón et son fils Jonas Cuarón, puisqu'il a participé à l'écriture du scénario, il cherche à nous raconter l'histoire de la naissance, ou plutôt de la renaissance d'une femme. Donc pour vous expliquer ça de manière un peu plus concrète, on va prendre le personnage principal du film, donc je vous disais qu'il s'appelle Ryan Stone. C'est un personnage déjà qui est affublé d'un nom masculin, Ryan. Hein, je crois que personnellement j'avais jamais vu un film où une protagoniste féminine s'appelait Ryan. Il explique d'ailleurs dans le film il me semble que son père voulait un garçon, donc il l'a appelé Ryan à sa naissance. Enfin, il voulait appeler son enfant Ryan, il voulait que ce soit un garçon, et quand elle est née, il a dit elle s'appellera quand même Ryan. Donc déjà, c'est posé, c'est déjà une femme qui n'était pas forcément désirée, donc qui doit se faire sa place elle-même en fait. Donc en plus, c'est une femme qui fait un métier qu'on considère la plupart du temps comme masculin, c'est-à-dire qu'astronaute, il y a de plus en plus de femmes, mais disons que généralement, dans l'opinion populaire, on voit encore ça comme un boulot d'homme, quoi. Clairement, parce que c'est physique, donc tout ce qui est physique, c'est forcément pour les hommes. Pour certains, hein, c'est pas une généralité que je fais là, c'est quelque chose plutôt que je condamne. Et elle se retrouve là, donc, une femme dans un univers d'hommes, quoi. Donc, dans Gravity, Sandra Bullock, qui incarne du coup Ryan Stone, elle est vraiment débarrassée de tous les stéréotypes de la féminité tels qu'on les trouve à Hollywood. C'est-à-dire qu'elle a les cheveux courts, que son corps est complètement camouflé dans une combinaison qui, loin de souligner ses formes féminines, la rend d'autant plus androgyne, enfin plus androgyne encore. Mais en fait, malgré les apparences, cette masculinité du personnage, elle est mise en exergue finalement pour mieux être démantelée par le film lui-même et par la même par Alfonso Cuarón. En fait, le film, il est construit comme une fable existentielle dans laquelle viennent affleurer les réflexions et les questionnements métaphysiques du personnage. Le scénario, il apparaît finalement comme une métaphore filée de la gestation et de l'éveil au monde. Comme je disais tout à l'heure, c'est une quête existentielle. Du coup, cette métaphore filée, elle s'illustre dans le film par des plans qui évoquent la grossesse, comme en témoignent notamment les plans dans lesquels on trouve Ryan qui flotte dans le vaisseau, entouré par de nombreux fils qui rappellent un cordon ombilical ou des cordons ombilicaux. C'est une scène où, recroquevillée sur elle-même, elle est vraiment en position fétale.
Alors le vaisseau lui-même, il a été pensé par Quaron et il nous est donné à voir par Quaron comme un corps de femme accueillant la vie avec donc accueillant la vie avec donc Sandra Bullock qui représente ce fœtus, cette femme en train de naître. C'est pour ça, je vous le disais tout à l'heure, le scénario il est très épuré, mais finalement on comprend que l'histoire elle va s'effacer au profit d'un questionnement plus ontologique sur l'origine même de la vie et plus exactement de façon un peu plus métaphorique, l'origine même de la vie d'une femme nouvelle. Ryan, elle est dans le film, elle est en quête d'identité et pour mieux définir les contours de cette identité, elle doit accepter de disparaître pour mieux renaître. Elle doit accepter de laisser mourir son ancienne identité pour mieux s'en recréer une nouvelle. Du coup, le scénario imaginé par Alfonso Cuarón, il se fonde largement sur les étapes du deuil, telles que les a théorisées Elisabeth Kubler-Ross. C'est-à-dire que Ryan, elle passe par le déni, la colère, l'abandon, le marchandage pour finalement accepter la situation telle qu'elle se présente à elle. À la fin du film, en fait, elle accepte la fin d'une vie et le début d'une autre. Finalement, Ryan, elle va donner vie à une meilleure version d'elle-même qui voit le jour dans les eaux baptismales de la fin du film, qu'on peut aussi considérer comme une sorte de liquide amniotique. Donc pour ça, je vous renvoie à la scène finale, quand elle rentre sur Terre, désolée pour le spoil, et que le vaisseau s'écrase dans la mer. Le vaisseau s'ouvre et elle en sort. D'ailleurs, c'est une évocation directe de l'origine du monde, si vous connaissez ce tableau. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je sais pas comment vous le voyez, mais on a vraiment ce cylindre de métal qui a un peu la forme du sexe féminin, on va dire. Enfin, qui a un peu cette forme triangulaire, voilà. Et il y a une porte qui s'ouvre et elle sort par là et elle arrive directement dans l'eau. Et c'est comme je vous disais, ça peut être l'eau du baptême, l'eau de la naissance, le liquide amniotique. Et c'est vraiment... On a l'impression qu'il s'est servi de cette référence du tableau de Courbet qui est l'origine du monde pour vraiment venir appuyer le fait que c'est une renaissance. Alors pour venir étayer encore plus, pour venir appuyer encore plus cet argument, étymologiquement, exister c'est être debout. Et à la fin du film, Ryan elle se relève pour la première fois depuis qu'elle a atterri. Et je sais pas si vous le savez, vous devez le savoir, sûrement, dans l'espace, en fait, il n'y a pas de pesanteur. Donc quand elle revient sur Terre, il y a tout le poids de la pesanteur, tout ce poids sur ses épaules qui rend presque impossible le fait de se lever, de tenir debout. Et pourtant, elle se relève à la fin du film, et c'est là que... c'est vraiment la nouvelle version d'elle-même qui, pour la première fois, existe, en fait, en se tenant debout, littéralement. Mais en fait, plus que... Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est un film sur... le fait que ce soit très littéral au niveau du scénario, que c'est un personnage qui juste veut rentrer chez lui en gros, chez elle vu que c'est un personnage féminin, mais au-delà de ça, quand on creuse un peu du coup, c'est aussi la venue au monde clairement illustrée d'un personnage féminin. Donc peut-être aussi c'est une vision futuriste de... peut-être ça allait un peu loin ça, mais c'est peut-être le moment où les femmes pourront enfin exister dans le monde, dans la société. Et pour elles-mêmes aussi. Voilà. Je vais y venir plus tard, Okay. mais on a vraiment le film parle de la femme en général et de l'image que la femme porte sur elle-même au sein de la société. C'est comme ça que moi je le vois en tout cas. D'ailleurs, il y a un très beau plan à la fin du film, je crois même que c'est le dernier plan. C'est un plan en contre-plongée du coup sur Sandra Bullock qui vraiment vient la magnifier, c'est un plan qui la rend conquérante. La caméra se place du coup, comme je disais, en contre-plongée, comme si on la regardait d'en bas quoi. Et c'est vraiment là que ça prend tout son sens. Le terme exister quoi, être debout, les pieds plantés dans la terre, exister quoi, s'imposer sur terre en tant que personne quoi, en tant que femme. Gravity c'est également une œuvre très littéraire qui a été pensée dans les moindres détails par Alfonso Cuarón et par Jonas Cuarón, avec beaucoup de références littéraires et culturelles en général. Je vous parlais tout à l'heure du tableau de Gustave Courbet.
Il y a énormément de jeux d'onomastique. Donc l'onomastique, c'est quand on pense le nom des personnages en fonction de... Enfin, pour qu'ils définissent quelque chose de particulier. Ça peut être un trait de caractère qui va venir correspondre au personnage. Ça peut être une référence littéraire, voilà. Il y a beaucoup de jeux d'onomastique dans le film. Et à commencer par le nom de famille du personnage principal qui s'appelle Ryan Stone. Alors Stone, c'est une référence à cette pierre lourde qu'elle porte au fond du cœur et cette culpabilité de vivre alors que sa petite fille est morte, ça on l'apprend dans le film. Mais Stone, c'est également une référence à la roche-mère, à la terre sur laquelle elle cherche désespérément à retourner, mais également à retrouver sa place en tant que femme. Cette sensibilité littéraire chez Cuarón, on la retrouve également dans le titre même du film, puisque Gravity, étymologiquement, ça vient du mot latin gravitas. C'est un mot polysémique par nature, et vous allez voir que ces différentes définitions correspondent tout à fait à l'idéologie voulue par Cuarón pour le film. Alors, gravitas, ça signifie en premier lieu la pesanteur, donc forcément, d'un coup, ça semble assez logique puisque l'histoire se passe dans l'espace. Donc jusque-là, rien de très original. Mais ce mot peut signifier également l'importance, le poids, la vigueur et le courage. Donc celui de Ryan, qui se bat pour pouvoir retrouver sa place sur Terre et pour survivre. On a une belle illustration de ce qui est évoqué dans le film directement à travers le titre. Et enfin, gravitas, c'est la grossesse. Le fait d'être enceinte, le fait d'être... On dit même être gravide. Bon, c'est pas un mot très beau ni très couramment utilisé, mais c'est un mot qui existe. C'est le fait de porter la vie. Donc, comme je vous le disais, le film, c'est une métaphore en soi de la gestation et de l'accouchement de la grossesse. Donc, c'est vraiment une boucle qui se boucle, quoi. Enfin, si on est un peu familier de l'étymologie du titre du film, on peut le comprendre rien qu'en lisant le titre. Ça va parler d'une grossesse, de la naissance du... En effet, comme nous l'avons vu au cours de mon explication, le film il met vraiment au monde une femme forte et conquérante, bien qu'encore chancelante, comme on le voit, comme en témoigne ses pas mal assurés à la fin du film, quand elle se relève après toutes ces épreuves. Il y a aussi une idée qui s'illustre dans le film, c'est que la naissance est un processus long et douloureux. C'est un événement tellement traumatisant que il s'efface de notre mémoire. En fait, on peut pas se souvenir de notre naissance parce que c'est un événement particulièrement traumatisant pour le nourrisson. Et là, tout le film illustre à quel point c'est une expérience éprouvante et à la fois magnifique. Donc pour conclure, je dirais que Gravity, c'est un film qui vise à la fois notre corps et ses sensations, et notre esprit, notre cerveau et sa réflexion. C'est en ça que, pour moi, il s'agit d'un film à la fois, enfin un amalgame parfait entre le film de culture populaire et le film de haute culture. C'est un objet merveilleusement poétique et complexe, extrêmement complexe, comme j'ai essayé de vous le montrer, j'espère que c'était suffisamment clair d'ailleurs. Il a été pensé, conceptualisé dans ses moindres détails, jusque dans les noms des personnages et jusque dans le titre. C'est à la fois un divertissement plaisant à regarder, proprement subjugant, notamment grâce à l'audace de ses effets visuels numériques, et un film engagé de par l'idéologie qu'il véhicule. Et pour ceux qui auraient déjà vu l'épisode précédent dans lequel je parlais de ce concept, si c'est pas encore le cas, je vous invite à regarder l'épisode précédent. Mais on pourrait même ici parler de parapraxis, donc j'avais expliqué la dernière fois de quoi il s'agissait exactement. Mais on pourrait ici en parler puisque à travers cette odyssée spatiale, Cuarón y sonde les rapports que notre société entretient avec la féminité et les figures féminines en général, mais également le rapport que les femmes elles-mêmes entretiennent avec leur propre féminité et le regard qu'elles portent sur cette féminité entre elles et sur elles-mêmes. C'est fini, j'espère que ça vous a intéressé, que c'était suffisamment clair, que c'était pas trop brouillon, voilà, que je suis pas partie... Très bien. Mais voilà, si vous l'avez pas vu, voyez ce film parce qu'il est vraiment très intéressant et plus intéressant qu'il pourrait ne le paraître au premier abord. Voilà. Bah, merci beaucoup parce que je faisais partie de la majorité à me dire oui d'accord, un film sur l'espace, machin, ok. En plus il y a Sandra Bullock, George Clooney à l'affiche, et je crois c'était pas de Matt Damon aussi Non, Matt Damon il a été dans Seul sur Mars et dans Interstellar, mais il est pas dans...
Enfin bref, je connais plus le troisième acteur. Oui, c'était un énième film Voilà, sur l'espace, quoi. Donc je me suis dit, ok, d'accord, qu'est-ce qui va être innovant dans ce film? Et j'ai pas su détecter ces indices parce que peut-être aussi j'avais pas les clés de lecture. Puis oui, par contre, ce que j'ai aimé dans le film, bah, c'est le minimalisme. Et bien évidemment, bah, comme tu l'as dit, c'est assez aussi innovant dans ce registre. Et, euh, et je pense que peut-être aussi, c'est là où il déplaît à certains. Parce que comme tu l'as dit, ça fait partie à la fois de la culture populaire, quand même, de la surproduction, de la superproduction hollywoodienne, et à la fois de la haute culture. Et peut-être les gens qui n'avaient pas les clés comme moi, il faut avoir certaines clés. Et peut-être que c'est dommage aussi, parce que j'ai pas... y a pas eu sur la promo, je trouve, cet aspect-là qui a été mis en avant. Ou alors peut-être je suis pas tombée sur les bons médias, mais... Après, ce que je trouve intéressant, c'est justement si pour promouvoir le film, on disait, regardez, c'est la métaphore de la naissance d'une femme et tout, ce serait moins intéressant en fait. Oui, c'est sûr qu'il faut aller à l'information. Il y a un effort à faire de la part du spectateur, et si le spectateur fait pas cet effort, bah il reste niveau de lecture numéro 1, quoi. C'est une femme qui est perdue dans l'espace. Mais c'est sûr, oui, il y a un effort à faire de la part du spectateur, et ça peut pas venir de l'extérieur. Après, ce qui est bien aussi, c'est que si c'était trop explicatif, ce serait pas intéressant. S'il y avait trop... S'il nous disait, regardez, voilà ce que je raconte et tout, il y aurait moins de défis, il y aurait moins de... Là, ce qui est d'autant plus passionnant, c'est d'aller chercher l'information, enfin d'aller se demander ce que ça raconte vraiment, de réfléchir, d'y penser, de conceptualiser l'objet qui est le film, en fait. Et là, c'est vraiment de l'analyse filmique que je fais, donc ça... On pourrait pas, genre ça gâcherait peut-être un peu le plaisir dans la promotion de dire voilà... Mais c'est vrai que titrer, par exemple, un journal pourrait titrer une des plus belles fables existentielles féministes, tu vois. Oui. Ce serait possible, mais c'est vrai que ça n'a pas été fait. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas vu. Mais ce serait possible, ça ferait un peu réfléchir. Oui, voilà, c'est ça. Mais aussi, peut-être que même si on n'a pas les clés, mais qu'on est juste peut-être aussi un observateur, on peut... et qu'on se pose la réflexion sans encore une fois savoir l'origine latine ou quoi du titre, mais au moins se percuter. Enfin, dans le minimalisme, il y a peut-être aussi une forme de monstration, enfin le fait de montrer de montrer littéralement les images, donc peut-être l'accessibilité elle est aussi peut-être par là. Aussi, Possibilité. En tout cas, ça se gagne, quoi. C'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Oui. Bon, voilà, vous voyez que c'est très intéressant de s'intéresser à ce film et qu'on peut, encore une fois, ressortir plein de questions importantes, existentielles dans le cinéma. Donc, je vais passer aussi à une question féministe, puisque j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les femmes qui m'inspirent, donc Romy Schneider, si vous avez suivi, et de beaucoup d'argent aussi, de sommes importantes, de sommes importantes dans le sens où on va parler de costumes assez grandioses. Donc, c'est parti. Donc alors, je vais bien évidemment parler de la trilogie Sissi l'impératrice, réalisée par Ernst Marischka à partir de 1956. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, j'ai pas du tout des notions d'allemand ni d'autrichien ou quoi que ce soit, donc désolée si c'est pas comme ça qu'on prononce. Donc ça a été réalisé par ce cinéaste viennois, autrichien, mais qui fait partie de l'Allemagne maintenant, mais à l'époque c'était vraiment Allemagne-Autriche. Donc je veux m'attarder sur bien évidemment le caractère historique et le caractère surtout grandiose
et le fait de reproduire des costumes, des parures d'un personnage historique aussi important. Donc déjà, il faut savoir que le réalisateur, je vais pas redire son nom parce que sinon je vais me tromper. Donc voilà, déjà il a réalisé plusieurs films historiques et c'est pas n'importe qui parce que même si on connaît pas, mais sa filmographie n'est pas reconnue comme un Spielberg ou un Tarantino aujourd'hui, elle a été quand même importante puisque en 1946, il a reçu une nomination pour l'Oscar du meilleur scénario original pour la chanson du souvenir qui était sortie en 1934. Quand même, il y a quand même une portée internationale et d'autant plus vraiment la trilogie Sissi l'impératrice, ça a été je pense son œuvre la plus diffusée partout dans le monde. Donc bien évidemment, je l'ai déjà dit dans l'épisode de Ces femmes qui m'inspirent, c'est une série de films qui a bercé mon enfance, voilà. Donc du coup, il y a eu un travail sur les costumes, donc non seulement un souci de reproduction, mais aussi un souci de... Romy Schneider, elle n'est pas née, elle n'a pas vécu à l'époque de la vraie Sissi l'impératrice. Donc il faut que non seulement le costume corresponde à l'époque peinte, représentée dans le film, dans les films, mais aussi qui soit en accord avec la morphologie et les traits du visage de l'actrice, et qui lui correspondent aussi, qui la mettent en valeur parce que c'était un peu une tête d'affiche. Donc voilà. Donc il y avait un souci à la fois du réalisme et du détachement des parures de ce vrai personnage. Donc déjà, ce qui est important aussi à savoir, c'est que le personnage historique, donc la véritable Sissi l'impératrice d'Autriche, avait un goût pour la mode, avait un certain goût et une certaine exigence pour tout ce qui concernait ses parures, puisque par exemple elle pouvait exiger de commander une robe pour 2 jours après, alors que déjà il faut trouver les matières premières, toute la main d'œuvre, parce que c'est du fait main, c'est toute la petite broderie, tous les petits détails qui étaient plus difficiles à importer, à exporter à l'époque et qui mettaient beaucoup plus de temps que maintenant, quoi. Et il y avait des couches et des couches de vêtements, voilà. Et donc du coup elle pouvait exiger ça en 2 jours, alors que normalement ça pouvait prendre 1 mois de réalisation, ces parures. Pour le film, il a fallu faire croire aux spectateurs que y ait ce même souci, cette même extravagance aussi dans les costumes, dans les parures. Après, du coup, les tenues, les parures que porte Romy Schneider dans cette trilogie restent tout de même qu'une inspiration. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une différence. Il y a une forte inspiration dans les couleurs, dans la forme de la robe, parfois dans les motifs, mais ça reste qu'une inspiration. C'est-à-dire que on voit quand même que le style n'est pas tout à fait celui de l'époque, qu'il est légèrement modernisé, pardon. Ça forme un peu un anachronisme, si on peut dire ça. C'est presque une erreur, quoi, une erreur volontaire. D'ailleurs, j'ai l'impression que les anachronismes un peu volontaires comme ça, c'est vraiment des poncifs dans les films historiques. Oui. On en a dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola, avec la paire de Converse. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est vraiment un jeu chez les réalisateurs, c'est à qui trouvera le meilleur anachronisme, quoi. C'est vrai, oui. Donc pour toute cette trilogie de films sur ce personnage historique, on a un duo phare qui est Léon Bey et Jer Dago. Je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais c'est un duo très important sur le tournage, puisque aussi je trouve que l'espace filmique et le décor sont agencés en fonction des tenues
de l'actrice. Donc c'est vrai qu'elle est souvent au centre de l'image et que les couleurs que le tableau en fait est composé par rapport à cette tenue. Et même, on dirait un petit jeu entre le spectateur qui s'intéresse à l'histoire, au spectateur donc qui va essayer de reconnaître quelle est la tenue de Marie-Antoinette. C'est-à-dire, je pense à une tenue, donc on voit dans le film où c'est un portrait célèbre de Sissi l'impératrice, donc scène reproduite dans le film, c'est le second volet, et où elle porte des roses. Donc c'est un tableau très connu et où elle a une petite robe blanche ou jaune. Et donc là, pareil, quand on la voit posée, quand on comprend qu'elle se fait peindre dans le film, c'est encore une référence à est-ce que tu as reconnu cette robe historique, enfin ce tableau important. Donc je parlais juste avant ça de ce duo phare. Donc qui a travaillé ensemble sur les trois volets. Donc pareil pour que ce soit Léo Bey ou Gerdago, ce sont pas n'importe quel artiste costumier, puisque ce sont donc tous les deux des costumiers viennois, donc autrichiens. Donc Léo Bey qui est un costumier viennois autrichien qui est né en 1918 à Vienne, qui est mort en 2005 à Vienne, mais il a vu quand même pas mal de choses dans sa carrière et dans sa vie. Et notamment il a baigné dans l'univers du costume durant toute sa vie, notamment parce que ses parents ont ouvert le premier atelier industriel de costumes à Vienne, enfin autrichien du coup. Comparé au parcours de Gerdago, qui est né en 1906, qui est mort en 2004, donc pareil, viennois, autrichien, il a eu quand même un parcours assez différent et peut-être qu'il a eu aussi un autre point de vue puisqu'il a passé quelques temps à Paris. Donc Paris à l'époque capitale de la mode, voilà, et où le costume est aussi important dans le cinéma ou dans la vie en général. Donc voilà, c'est un duo qui a bien fonctionné je trouve, puisque au niveau du rendu dans les films, on voit qu'il y a un véritable détail, même enfin je parle de coiffure là, mais ça va avec le costume, puisque c'est une extension du costume, puisque ce n'étaient pas les vrais cheveux de Romy Schneider, mais une perruque de 5 kilos ou 3 kilos qu'elle avait tout le temps sur la tête, et donc qui est ornée de petits détails dans les cheveux, de petites étoiles dans un des... Je crois que c'est aussi... Non, c'est peut-être le troisième volet, c'est dans Sissi face à son destin, où elle porte ce costume-là. Donc une robe blanche avec des petites paillettes et des petites paillettes dans les cheveux. Donc voilà, il y a un travail dans le détail forcément pour que le spectateur aussi s'attarde sur ces détails et qu'il soit... Enfin je pense que ça fait partie aussi de l'émerveillement du spectateur que le costume. Et donc comme... Pour finir et pour conclure, comme je le disais au début de ma chronique, le costume, il a été fait pour impressionner parce que c'est presque lui le personnage. Parce qu'étant donné que déjà Romy Schneider est assez petite, elle fait 1m60, donc elle faisait 1m60, elle a dû faire... Enfin c'est difficile de faire vivre un costume aussi imposant dans des espaces aussi grands. En étant beaucoup plus petite que l'espace et que les autres acteurs, personnages. Donc presque, pas qu'il prend sa place, mais dans les grands plans, oui c'est sûr qu'on est impressionné par le costume, et ça fait aussi partie
de l'univers un peu fastueux de la cour, enfin de l'empire autrichien, et de la vie du personnage historique. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris plein de choses, qu'on vous aura donné des clés de lecture, des informations dont vous n'étiez pas au courant. On va se retrouver dans un nouvel épisode le mois prochain. Ouais, j'espère qu'on sera un peu plus nombreux, même si là Oui, c'est bien des fois d'avoir une formule un peu plus. Ouais, peut-être plus qu'on a pris plus le temps de parler avec vous. Et voilà. En tout cas, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Venez nous suivre sur Instagram aussi, Sermetfilms, tout simplement. Et voilà, on a hâte de partager plein d'autres choses avec vous. Ciao, ciao! Salut!